dans ce cadre. Pardon. Meno male, comme on dit en italien. Alors, Joseph Mariani, peut-être, sur les possibilités offertes par les technologies de la langue. Est-ce qu'il y a des recommandations précises à faire en ce qui concerne la question qui nous occupe, les langues de l'outre-mer? Bien, donc sur les... Un peu de silence, s'il vous plaît. Cette thématique donc, de l'atelier sur les technologies de la langue pour l'aide aux usagers des services publics. Donc l'atelier a commencé par faire une description de ce que sont les technologies de la langue et également donc, de l'importance de pouvoir disposer de données afin de pouvoir développer ces technologies. Donc je crois qu'il y a eu un accord unanime au sein de l'atelier pour dire que les technologies de la langue sont nécessaires et pour certains sont même indispensables si on veut permettre le multilinguisme. On note actuellement une explosion des applications de ces technologies, et en particulier donc, sur l'Internet, la disponibilité d'Internet, mais également sur les terminaux mobiles. Mais on constate également, et donc là c'est souligné très justement par Marcel Diki-Kidiri, que ces technologies n'existent que pour 1% des langues qui sont parlées dans le monde. Donc elles existent pour une soixantaine de langues, sur les 6000 qui sont parlés dans le monde. Et je pense que c'est une constatation qui est tout à fait essentielle. Voilà, donc les propositions que l'on fait, c'est de se donner pour objectif de développer les technologies de la langue pour toutes les langues de France, et en particulier pour les langues d'outre-mer, et donc pas uniquement pour le français, et ce, dans le cadre d'une action de recherche coordonnée. D'adapter les technologies qui existent donc, pour ces langues, de produire les données, les corpus, les lexiques, qui sont nécessaires au développement de ces technologies et d'évaluer systématiquement les performances qui sont obtenues pour les comparer aux besoins des applications que l'on vise. Alors, quelles technologies? On ne va pas brasser l'ensemble des technologies pour commencer, donc en choisir quelques-unes. On a pensé qu'il faudrait peut-être privilégier les technologies qui ont trait à l'oral, donc la reconnaissance de la parole, la synthèse vocale, ce parce qu'il y a un intérêt pour les langues à tradition orale, sans système d'écriture, parce qu'il y a un intérêt également pour les cas d'illettrisme ou d'analphabétisme, parce qu'on peut profiter de cette manière-là du formidable déploiement de la téléphonie mobile que j'évoquais, et enfin, parce qu'en permettant le passage de l'écrit à l'oral et réciproquement, c'est également une aide qu'on peut apporter au handicap dans l'accessibilité à l'information, et ce, donc pour les malvoyants et les malentendants. Donc cette notion d'accessibilité. Donc, autre technologie auquel on peut penser en priorité, c'est la traduction automatique, la traduction vocale, et ça permettrait peut-être de résoudre le problème de traduction simultanée en 50 langues qu'évoquait tout à l'heure Xavier Nort. Dans le cadre de ce développement de technologies, donc peut-être privilégier tout ce qui est logiciel libre et données libres. Quelle langue maintenant? Alors quelle langue, là aussi, peut-être pas attaquer de front donc les dizaines de langues auxquelles on peut penser, mais peut-être choisir quelques langues, 4 à 5 pour commencer, travailler peut-être par famille de langues, en les identifiant, avoir peut-être un intérêt particulier, ça a été souligné pour les langues véhiculaires, et en ce qui concerne la traduction, peut-être commencer par la traduction de et vers le français, puisque nous avons le français en partage. Les applications maintenant, donc quelles applications pour les besoins des usagers des services publics? Donc ça constitue quelques pistes qui sont encore à approfondir, peut-être en lançant une enquête auprès des usagers. Donc on a mentionné la traduction pour les usagers de la poste, des banques, dans les hôpitaux, puisqu'on voit actuellement qu'il existe une barrière des langues qui constitue un obstacle à la qualité du service rendu au public. Ça a été mentionné pour plusieurs de ces services. Traduction pour les soins médicaux, et donc là on peut penser que la machine peut assurer une confidentialité que ne permet pas à l'heure actuelle les médiateurs humains, ça a été souligné au tout début de cet après-midi. Également traduction pour permettre de publier dans sa langue maternelle et d'accéder aux ouvrages ou plus généralement aux documents que l'on peut trouver sur les bibliothèques numériques. Quelques autres exemples d'applications auxquelles on peut penser, des bandes vocales plurilingues dans les musées ou dans les administrations, l'aide en ligne pour l'apprentissage des langues, et puis également donc, tout ce qui concerne le sous-titrage automatique et peut-être même la traduction à la demande des émissions radio ou télédiffusées. Disons que le principe fondateur étant de permettre à chacun d'accéder à l'information, à la connaissance, quelle que soit la langue dans laquelle elle a été codée. Voilà. Merci beaucoup, Joseph.
Alors, Odin Kalinkai, sur la présence et le dialogue des langues et des cultures sur Internet, Ouais. sans nécessairement résumer tout l'atelier, nous donner les Non, je ne le ferai pas parce quelques que recommandations Thibaut principales. Gross, il l'a très bien fait. Il a fait un document très, très fidèle aux échanges qu'on a eus. Donc, je présenterai l'ambiance générale et les idées qui se sont dégagées seulement. Échange riche, beaucoup de participants, beaucoup de propositions, des discussions, des débats. Partage d'expériences, des pratiques, une atmosphère créative et productive. Donc, l'ensemble des préconisations, selon moi, se sont situées d'un point de vue matériel et d'un point de vue contenu. D'un point de vue matériel, il s'agit donc de la création de points d'accès à Internet dans tous les villages et sites isolés, parce qu'on a des paraboles, mais il faut qu'elle fonctionne encore parce que le dispensaire a Internet, donc pourquoi pas les écoles et les villages. Aussi, équipement des sites isolés éloignés des communes pratiquant les langues autochtones et à s'assurer des aspects techniques de la gestion de ces centres et de leur bon fonctionnement. Niveau contenu aussi, il y a deux volets parce qu'il y a toujours le formel, donc l'école, et il y a aussi l'informel. Dans le formel, il s'agissait donc des sites en langue outre-mer avec une exigence de contenu et de qualité. On écrit en créole sur le site créole, il ne faut pas faire de fautes d'orthographe, il ne faut pas raconter n'importe quoi si le professeur voit ça, versus l'espace libre d'échange sans exigence de forme et d'orthographe où les enfants peuvent s'exprimer librement, dire ce qu'ils veulent sans se soucier donc de l'orthographe, chose qui les empêcherait de s'exprimer librement. Aussi, dans le cadre de formel, on a eu une proposition très intéressante, l'introduction des nouvelles technologies dès la maternelle, avec une vraie formation, parce qu'on sait aujourd'hui que parfois on forme les parents à travers les enfants. À cet âge-là, les parents se soucient beaucoup de ce que l'enfant a appris à l'école. Donc ce partage peut être très bénéfique aussi pour les parents. Partage des faits culturels, savoir-faire, niveau communauté, donc enregistrement son, fiches techniques, je n'entrerai pas dans les détails, mettre des faits culturels, donc avec l'accord des communautés sur Internet, faire partager la culture. Il y a eu plein d'autres idées, comment faire vivre le site une fois qu'on l'a créé, traduction ou pas. Et il y a une autre idée très intéressante qui s'est dégagée ici. L'utilisation d'un site dans sa langue maternelle peut favoriser parfois une intimité culturelle. On a retenu ce terme. Parfois, on a envie de dire une chose sans la traduire. Et si on a envie de la traduire, on la traduit soi-même. On met une version, par exemple, je ne sais pas moi, en Wayana, il y a la version en français. Si on a envie. Parfois, on ne met qu'en Wayana parce que c'est un partage culturel. Donc cette idée de traduction, où on sait que les machines ne le font pas bien aujourd'hui, ou ce n'est pas satisfaisant, on peut faire le choix de le faire soi-même. Ou quand on a besoin de savoir ce qu'il se dit, on peut le demander et on trouvera de l'autre côté des interlocuteurs qui vont le faire. Bon, je laisse... Merci beaucoup. À la salle, si on la passe à Adrienne Alix surtout avant de la rendre à la salle. Alors, pour l'atelier Wikipédia, qui était donc très centré sur un sujet et en petit comité, on a d'abord fait le constat donc, que Wikipédia était très peu investi par les langues d'outre-mer, contrairement au contenu concernant l'outre-mer dans la langue française. Donc, il y a un très fort déséquilibre entre le français et les langues d'outre-mer. La discussion avec les différentes personnes a montré ensuite que c'était pourtant un outil qui pouvait être assez fondamental dans la légitimation des langues, dans leur diffusion, dans leur transmission. Pourquoi pas aussi un outil de stabilisation écrite des langues par le dialogue et le consensus entre les différents contributeurs. Et contribuer sur Wikipédia en français à propos de l'outre-mer et contribuer dans les langues de l'outre-mer sur tous les sujets encyclopédiques, scientifiques, culturels, littéraires, etc., pouvait être un outil vraiment intéressant pour lutter contre cette idée de complexe de dévalorisation qui est quand même très présente depuis... moi, j'ai beaucoup retenu de ces 2 jours et favoriser le sentiment de légitimité des langues locales sur Internet.
Ce que je retiens aussi, c'est que les personnes qui étaient présentes se sont retrouvées extrêmement motivées pour créer des versions linguistiques de Wikipédia dans leur langue. Donc c'est un très bon espoir et j'espère que ce sera concrétisé. Et comme préconisation qu'on pourrait faire, c'est de proposer que l'association, donc Wikimedia France, qui a pour objectif de favoriser l'émergence de Wikipédia, travaille avec les différentes communautés et avec les différentes institutions, et notamment la DGLFLF, au soutien à la coordination de création de versions linguistiques de Wikipédia dans les différentes langues locales, avec le bémol de la question à régler des langues qui ne sont pas encore écrites. Et donc là, on se retrouve avec l'éternel problème de l'oral et de l'écrit. Voilà. Merci beaucoup. Des remarques sur les technologies de la langue, les réseaux sociaux, l'accès à Internet, la présence de ces langues sur la toile. Madame Kanigui a la parole. Moi, j'aimerais intervenir sur la présence de la langue sur la toile. Je prends un petit exemple très simple. À La Réunion, la page d'accueil de l'éducation nationale, eh bien, il n'y a pas un seul mot de créole réunionnais. C'est juste un exemple et je pense qu'il est important de pouvoir agir pour que cela change, pour que l'État donne l'exemple, pour que les autres institutions donnent aussi l'exemple, parce que nous sommes bien sur la valorisation de ces langues, nous sommes bien en présence de deux langues à La Réunion, mais ailleurs de plus de langues. Donc il est important que ça apparaisse sur la toile, sur Internet. Merci beaucoup. Oui, je peux dire, effectivement, je ne l'ai pas signalé, mais dans l'atelier, effectivement, il a été dit que sans attendre l'arrivée des technologies avancées qu'on est en train de préparer, il existe déjà des technologies qu'on peut utiliser, et en particulier d'avoir des sites web en plusieurs langues, ou des émissions de télévision en plusieurs langues. Mais c'est bien noté. Est-ce qu'il a été dit que ces technologies pourraient rendre service pour ces dispositifs de médiation sociale, enfin de médiation linguistique qu'on évoquait tout à l'heure, interprétation automatique, que sais-je? Oui, je l'ai signalé, mais vous étiez en train de parler en disant que peut-être que pour les prochains états généraux, on aurait l'interprétation et la traduction simultanée dans 50 langues que vous souhaitiez. Bon, voilà, si ce n'est pas l'année prochaine, on pourra le faire. Et on répondrait à la... Voilà, mais je l'ai dit, mais vous n'écoutiez pas. Excusez-moi. C'est la fatigue de la fin de l'après-midi. Merci beaucoup. Ghislaine Glasson-Deschaumes. Oui, nous ne sommes pas sans savoir que l'un des enjeux de la présence sur la toile est lié à la structuration des savoirs, à leur homogénéisation sous certains modes de présentation pour faire remonter l'information, et que la question de la légitimité me paraît plus complexe qu'une seule présence de Wikimedia dans les langues d'outre-mer, parce qu'il s'agit bien aujourd'hui de voir si ces systèmes-là de construction, d'organisation des savoirs au niveau mondial pour faire remonter des hubs visible, prend en compte ou ne prend pas en compte, et on sait très bien que c'est ne prend pas en compte, un ensemble de modes différents de construction des savoirs. Et prenons simplement la catégorie Dewey, qui est la catégorie de classification des bibliothèques. Ça a été dit, c'est aussi par l'enquête sur les pratiques linguistiques et traduction dans les institutions patrimoniales en Outre-mer, que cette catégorie n'est pas adéquate à la présentation d'un certain nombre de publications dans les langues locales. Mais ça n'est qu'un petit élément d'un ensemble plus complexe où il faudrait essayer de voir comment les savoirs produits dans ces langues peuvent être visibles dans leur mode d'organisation à un niveau qui ne soit pas seulement le niveau local du web. Oui, c'est un des intérêts de Wikipédia et son inscription très profonde dans le web sémantique
et qui est un des pivots du web sémantique. Si on fait rentrer une langue dans un des pivots du web sémantique, on arrive à la faire remonter quand même plus. Merci beaucoup. Une toute dernière remarque sur cette thématique, parce qu'il faut passer à la suivante. Voilà, simplement ce qu'on a essayé de dire aussi dans cet atelier, c'est que c'est un outil complémentaire, un outil supplémentaire pour aller vers pour aider davantage à cette légitimité des différentes langues. Ce n'est pas l'outil essentiel, c'est un outil complémentaire et que c'était important d'aller dans cette direction-là. Et voilà. Merci de cette précision. Merci à tous les trois. Alors, la prochaine thématique est celle du rôle des langues dans la construction d'une identité commune. Et j'appelle Yvan Amar, Florent Charbonnier et Michel Alessio à nous rejoindre à cette tribune. Je crois que notre ami Yvan doit être retenu par la réalisation de son... voyons, comment a-t-il appelé son projet, ses photos... enfin, il photographie les langues. Voilà, mais il nous rejoindra peut-être. Je vais vous passer aussitôt la parole, Michel. Merci. Si vous le voulez bien. Oui, donc... je parle de l'atelier collecté, présenté, partagé, pratique linguistique et de traduction dans les institutions patrimoniales. Par institutions patrimoniales, on entend musées, bibliothèques et centres d'archives. Je rends hommage à l'esprit de synthèse de Ghislaine Glasson-Deschaumes qui a très rapidement ramassé les idées émises au cours de l'atelier, lequel s'est inscrit dans la suite de l'enquête pratique linguistique et de traduction dans les institutions patrimoniales d'outre-mer, réalisée en amont des EGM, et dont les résultats seront formalisés début 2012. L'atelier a porté sur les pratiques linguistiques, notamment au stade de la collecte et de la constitution des fonds, de la présentation de l'offre au public, de la prise en compte des acteurs locaux. Il a rappelé la nécessité d'envisager le patrimoine dans sa diversité comme une question du présent et de ne pas le dissocier des enjeux de création artistique. La situation connaît quelques limites au déploiement du plurilinguisme. Les dimensions linguistiques et de traduction sont insuffisamment prises en compte dans les musées, centres d'archives et bibliothèques. Les métropolitains qui s'installent dans les territoires d'outre-mer font souvent preuve de peu d'intérêt pour le patrimoine local. Un certain monolinguisme prédomine dans les institutions patrimoniales et avec lui des modes de catégorisation des savoirs et de description des réalités, si bien ou si mal que la présentation du patrimoine des populations ultramarines est souvent esthétisée, construite de l'extérieur, sans prendre en compte les savoirs de ces populations sur elles-mêmes, ni valoriser le récit qu'elles font d'elles-mêmes. Les professionnels se trouvent donc souvent démunis lorsqu'ils veulent prendre en compte la diversité des langues sur un territoire donné. Il y a en même temps des potentiels. Il existe une authentique réflexion des professionnels des musées, bibliothèques et centres d'archives sur la nécessité d'ouvrir leurs institutions aux langues parlées sur les territoires où ils exercent. Des dynamiques positives émergent, notamment dans les coopérations transfrontalières avec la création de réseaux régionaux qui ne passent donc pas nécessairement par la métropole. On a donné l'exemple du réseau des musées amazoniens. Les recommandations de l'atelier sont une invitation aux États généraux à être plus rebelles et imaginatifs. Ah bon sang. Sont aussi une invite à agir à différents niveaux. Au niveau des institutions patrimoniales. D'abord, il faut placer l'homme dans le présent, au cœur des processus patrimoniaux, pas les objets. La prise en compte du multilinguisme est un projet de société. Les institutions patrimoniales outre-mer ne peuvent ignorer la pluralité des langues. Elles sont invitées à utiliser l'ensemble des moyens à leur disposition, les moyens traditionnels comme les nouveaux. Les langues au musée, c'est la parole et pas seulement l'écrit. C'est sous cet angle vivant qu'il faut faire de la langue un objet patrimonial au musée, non pas en la muséifiant,
mais en l'incarnant, en lui donnant voix. Il faut ouvrir des espaces plurilingues dans les institutions patrimoniales pour donner accès au patrimoine pour tous. Les populations locales doivent être associées à l'enrichissement et à la connaissance des collections et des fonds, comme au développement de la mémoire locale, à travers, par exemple, la collecte d'archives orales dans toutes les langues. Le plurilinguisme dans les institutions patrimoniales suppose un effort pour rendre les fonds et collections accessibles aux populations locales et pas seulement aux touristes. Au niveau des populations locales, précisément maintenant, au niveau des citoyens, les habitants d'un territoire sont pleinement légitimes à faire patrimoine et doivent être valorisés comme acteurs des processus de patrimonialisation pour construire par eux-mêmes le savoir sur eux-mêmes. Très important. Détenteurs d'archives, ils ont aussi un rôle de conservation et de transmission. Les métropolitains présents sur un territoire ultramarin sont invités à faire la démarche d'aller vers les langues et patrimoines locaux. Au niveau des pouvoirs publics, du ministère de la Culture maintenant, il est recommandé de valoriser, de valoriser davantage les patrimoines d'outre-mer et de développer dans les formations patrimoniales au niveau général cette dimension. De valoriser les acteurs patrimoniaux locaux dans leur rôle pour constituer des collections de valeurs nationales à partir d'un ancrage local, valeurs nationales et universelles. Recommandation à adapter les modes de classement et de catégorisation des savoirs aux langues et cultures d'outre-mer. Favoriser et appuyer la mise en réseau des institutions patrimoniales qui souhaitent travailler au niveau local et régional. Enfin, au niveau des collectivités territoriales, il s'agirait d'orienter leur politique patrimoniale vers la prise en compte de la diversité des langues et des patrimoines d'outre-mer, non pas seulement pour sauvegarder les langues, mais pour faire société, pour construire le commun. Donc de former des fonctionnaires territoriaux œuvrant dans les institutions patrimoniales aux langues locales et au processus de traduction, favoriser les mécanismes de participation des populations locales au processus de patrimonialisation, enfin, favoriser par conséquent l'émergence de musées, bibliothèques et centres d'archives plurilingues. Merci beaucoup. Monsieur Charbonnier. Donc on me demande de faire court. Moi j'ai animé l'atelier Traduire pour exister, le point de vue des auteurs, des traducteurs et des éditeurs. Comme vous pourrez le constater, il y a différentes préconisations et constats qui ont été faits déjà dans d'autres ateliers. Mais on est tombé d'accord sur le fait qu'il y avait une nécessité absolue de mettre en place une politique linguistique qui va donner naissance en fait à une structure centralisatrice. C'est très important, dans chaque département notamment. Nous avons étudié ce qui devait être fait en amont et en aval de la mise en place de cette structure de défense de la langue et des intérêts de la langue. Cette structure pourrait être mixte, en fait, dépendre de l'État notamment et d'une collectivité territoriale. Au sein de cette structure, il y aurait un pôle traduction, et c'est ce qui nous intéresse ici particulièrement, un pôle observation, et cette structure servirait également d'interface entre les différentes administrations et collectivités, telles que les DAC, les UFM, les universités, les conseils régionaux généraux, le CNL, etc. Donc en fait, la mission proprement dite d'une telle structure dont on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le nom, pour lesquelles on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le nom, aurait en charge la formation des traducteurs et des professeurs. Beaucoup ont insisté sur la formation des traducteurs. Différentes hypothèses ont été émises, donc ça, il y a quelque chose à creuser, mais il est vrai qu'il est nécessaire que tout un chacun ne puisse pas s'autoproclamer traducteur. Ensuite, cette structure aurait aussi en charge une charte des traducteurs au sens large du terme, un transfert de compétences, aurait aussi à sa charge une uniformisation des langues, notamment au niveau de la graphie ou autre. Nous avons bien sûr déterminé en quoi cette structure, sur quel choix ou quel type de support elle pourrait œuvrer. Et comme on a pu le voir dans d'autres ateliers, les supports appréhendés seraient bien évidemment le livre, l'audio, mais aussi des doublages de journaux télévisés ou de films, des bandes magnétiques dans les musées, en créole de façon systématique, comme on peut la voir dans certains musées en diverses langues ou autres.
Il a également été, on a également déterminé ce que pourraient être les cibles sur lesquelles travaillerait cette structure, les cibles étant les personnes vers qui serait tourné l'essentiel du travail de cette structure. Donc il y aurait les enfants, bien évidemment, les élèves, les visiteurs des départements en question, les immigrés ou autres. Et il a été fait référence à plusieurs reprises à la fameuse loi 101 au Québec, qui permet notamment un double affichage français-anglais partout, dans le métro, dans les trains, dans les administrations ou autres. Tout cela, en fait, contribuerait au développement des thématiques dans différents domaines, bien sûr pédagogiques, ça va de soi, les manuels, les dictionnaires et autres, culturels, démonstration artistique, domaine scientifique aussi qui a été largement appréhendé, domaine signalétique et administratif, concernerait aussi tous les supports administratifs dont on peut avoir besoin, dont tout un chacun peut avoir besoin à la poste, à l'hôpital ou dans les différentes administrations. Il est à noter en fait que la traduction devrait se faire dans les deux sens. Il y a de l'intraduction et de l'extraduction. Et il est bon de rappeler que pour qu'une langue survive, notamment une langue régionale, il faut qu'elle puisse vivre et se développer et se faire connaître et être pratiquée non seulement à l'intérieur de ses frontières propres, mais aussi à l'extérieur de celles-ci. Et enfin, on a parlé des écueils qui pouvaient naître d'une telle structure, puisque ça existe déjà, notamment en Alsace. Et on a pu étudier très rapidement ce que pouvaient être les écueils de telles structures, juste histoire de... Merci beaucoup, et merci d'avoir été aussi concis. Yvan, vous le serez encore plus. Alors, je vais vous parler du rôle indispensable des médias audiovisuel dans la construction d'une identité commune, puisque c'était le titre officiel de cet atelier. Et comme on me recommande d'être bref, j'ai essayé d'être, sinon vif comme l'éclair, parce que j'en serais bien incapable au bout de 2 jours d'état généraux, du moins bref comme l'éclair, éclairant comme l'éclair, je n'ose y songer, mais on peut toujours rêver. En tout cas, dans cet atelier, qu'est-ce qu'on a remarqué? Que la plupart des gens, pour ne pas dire l'unanimité, a souligné une très forte sous-représentation des langues de l'outre-mer dans les médias. Et quand je dis sous-représentation, 95% de l'atelier a tourné autour des problèmes des créoles et par défaut, on pouvait presque en conclure que les autres langues que les créoles, les autres langues de l'outre-mer étaient pratiquement absentes de tous les médias. Bien sûr, il y a un certain nombre d'exceptions à cette règle qui ont été soulignées avec beaucoup de bonheur, notamment une radio qui s'appelle, je crois, UDL à Saint-Laurent-du-Maroni et qui, en corollaire, donne un aspect très positif sur l'expression et l'exposition qu'elle donne à des langues, le Djouka au départ et le Sahamaka par la suite, ce qui en fait une sorte d'espace à la fois d'identité et de visibilité qui est visiblement extrêmement apprécié. Bon. Donc, sous-représentation des langues. Ensuite, ce qui a été également unanimement souligné, c'est une grosse sous-représentation des Outre-mer eux-mêmes dans les médias nationaux. Comme si ces médias parlaient beaucoup plus du quotidien de la métropole que du quotidien de sa périphérie, d'une certaine façon, et qu'on ne parlait des Outre-mer que quand ça se passait mal, c'est-à-dire quand il y a des catastrophes naturelles ou des épidémies. En gros, on en parle pour le chikungunya ou pour les cyclones, ce qui n'est pas la meilleure façon d'en parler. En troisième lieu, on a vu donc que les problématiques dominantes étaient celles des créoles, et là, on a relevé d'une certaine façon ce que j'appellerais peut-être un effet pervers d'une plus grande visibilité des créoles. Les créoles étant totalement absents des médias avant 1981, c'est-à-dire à l'époque du monopole. Après 1981, il y a eu une espèce d'appel d'air explosif qui a fait que les créoles se sont répandus sur un certain nombre de médias privés, associatifs ou commerciaux, surtout associatifs. Ça a eu comme contre-coup que les services publics ont pris cette demande en compte et que le créole a commencé à avoir une certaine visibilité dans le service public, que ce soit de la radio ou de la télévision, en continuant bien sûr à s'exprimer sur des médias privés. Mais ce qui a été relevé aussi, c'est que ces médias, qu'ils soient privés ou publics, mais surtout privés, donnent la parole
donne une libre parole à la fois à des journalistes amateurs ou professionnels, et c'est vrai que très souvent il s'agit de bénévoles, et donne aussi la parole aux auditeurs. Ce qui fait que circule sur ces médias un créole, quelles que soient ses régions d'origine, qui n'est pas toujours méprisé, qui n'est pas toujours maîtrisé, excusez-moi, et dont on regrette de temps en temps que, justement, il soit plus très réglé. Et qu'on le veuille ou non, l'exposition du créole sur les médias donne une image d'une certaine normalisation, ou disons normation du créole, laquelle, eh bien, ça va amener donc à un certain nombre de recommandations assez simples. D'abord, comment faire pour qu'il y ait une plus grande visibilité des Outre-mer en général sur les médias, notamment les médias nationaux et notamment le service public. Deuxièmement, comment faire pour qu'il y ait une plus grande visibilité des langues d'outre-mer sur ces mêmes médias. Troisièmement, comment, je ne dirais pas défendre le créole, mais comment faire pour que les gens qui dirigent ces radios et les gens qui ont la parole sur ces radios et donc qui donnent la parole aux autres aient une maîtrise suffisante à la fois de leur métier et de leur idiome pour pouvoir faire écouter un créole qui soit conforme à un certain nombre de normes. Donc, il serait bon d'alimenter un fonds de formation des journalistes, des animateurs, des gens de médias dans leur langue. Puisque, par exemple, on a beaucoup regretté qu'à propos d'une radio très connue à La Réunion, qui est Radio Freedom, il semble que les animateurs de Radio Freedom, selon les intervenants, il y avait deux versions, ou bien ils s'expriment totalement en français et ils donnent la parole en créole aux gens qui veulent l'apprendre, mais eux parlent en français, ou bien de façon très minoritaire, disait quelqu'un d'autre, ils parlent en créole. Mais la plupart du temps, c'est en français. Comment faire pour que justement ils puissent distribuer la parole en créole? À ce moment-là, s'ils étaient mieux formés et s'il y avait plus de structures de formation des journalistes, ça serait préférable. Et dernière recommandation, les gens aimeraient beaucoup, en tout cas ceux qui ont participé à cet atelier, qu'il y ait un fonds de subvention pour des reportages et des documentaires sur la vie culturelle ou la vie en général des Outre-mer. Merci beaucoup, Yvan. Alors malheureusement, nous n'avons plus le temps de prendre des remarques de la salle parce qu'il nous faut présenter le tout dernier rapport, celui qui concerne langue et création artistique. Et en vous remerciant tous les trois, je vais demander à Serge Hureau de venir nous rejoindre. Merci beaucoup. C'est en effet sous le seul angle de danser, chanter ces langues que nous allons aborder le problème, parce que Gilbert Théin, je crois, se prépare pour la cérémonie de clôture à laquelle il doit participer. Mais Serge Hureau, ça tombe bien puisque tout finit par des chansons. Mais il paraît, c'est Goldoni qui l'a dit de la France. Et vous savez que Goldoni, c'est un homme qui a écrit des pièces qui étaient des pièces qui relevaient de la commedia dell'arte, qu'il a complètement, évidemment, c'était un art populaire qu'il a transformé. Et vous savez que dans la commedia dell'arte, chaque personnage joue dans sa langue. C'est-à-dire que Brighella, il joue en moschetto, Pantalone, il joue en vénitien. Donc on a 10 personnages à peu près dans une même pièce et chaque personnage parle dans sa langue. Et ce serait un rêve que de voir ça ici, par exemple, et de monter un grand spectacle avec des langues d'outre-mer, mais des fabrications de personnages, évidemment, qui correspondraient à tout ça. Alors, à côté, tout à l'heure dans notre synthèse, à côté de celle sur la chanson et la danse, il y avait aussi celle qui est sur le conte. On a vu qu'il y avait beaucoup de points communs entre ces disciplines. Alors d'abord, quand j'ai d'abord préparé cet atelier avec Stéphanie Genex-Rabot, que je remercie beaucoup, et on a bien fait de rajouter danse. C'est un petit peu au dernier moment. Tout d'un coup, on s'est dit, mais chanter, c'est très bien, mais ça se range comment? Les chansons, ça se range et ça se classe en danse. Eh bien, on a bien fait d'appeler ça chanter, danser ses langues, parce qu'en fait, la majeure partie du temps, on a parlé de la danse. Et déjà ce matin, on nous l'a vraiment annoncé, cette question de la danse. Comment tout à coup, il n'y a plus de langue, où il y a au contraire des langues qui favorisent le corps. Et ça a été une chose unanime pour tout le monde, qui était que si on bouge son corps, tout à coup, on se met à accepter de parler sa langue familière ou intime. On se met à s'intéresser à écouter d'autres langues. On a même le plaisir de pouvoir danser sur des langues qu'on ne comprend pas. Donc il y a eu là vraiment une chose importante qui était vraiment unanime et qui nous a montré qu'il y a déjà une pratique très grande et qu'on n'allait pas inventer à la suite de ces 2 jours quelque chose là-dessus et qu'au contraire c'était fait mais que c'était très très peu reconnu.
Et ça, c'est vraiment exprimé d'une manière très très concrète. C'est-à-dire qu'en un mot, on a reparlé de choses très précises qui sont les dispositifs au ministère de l'Éducation nationale culturelle. Ça veut dire quid des classes à Pâques, pourquoi d'une certaine manière elles ont disparu, pourquoi est-ce qu'elles n'ont plus assez de moyens, quid des artistes intervenants à côté d'un professeur, à côté d'un professeur de langue par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus. Donc c'était d'une précision incomparable. Et ensuite, évidemment, d'autres questions qui sont posées ici, qui sont fabriquer un répertoire. Fabriquer un répertoire diffusable, par exemple, sur Internet, et qui puisse mêler le premier degré et l'université. Tout d'un coup, les chercheurs, utiles sur le plan aussi là, de l'école. Alors c'était donc vraiment nous rappeler pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui existent et qui ne fonctionnent pas, en fin de compte, et qu'on réclame simplement. Ça, c'était une chose essentielle. Et ensuite, donc on a parlé évidemment beaucoup de l'éducation. C'est une chose, mais à un moment donné, on avait aussi des représentants un petit peu des institutions culturelles, c'est-à-dire des outils culturels, que sont par exemple une scène nationale. Et la question qui se posait là, c'était comment ça se transmet. Comment est-ce que justement la dimension populaire peut se transmettre à travers un conservatoire par exemple, ou à travers d'autres pratiques, et comment aussi elle peut se diffuser, être montrée. On a vu que tout ça relevait d'une pratique plutôt amateur, peu soutenue, avec un investissement des professeurs eux-mêmes incroyable. Il y a même un professeur qui était là, qui paye les intervenants elle-même, parce qu'elle veut aller jusqu'au bout de quelque chose de très fort et de très convivial, qui souvent met en scène pas simplement les enfants, mais leurs parents. Le transgénérationnel est évident, comme dans tous les bals depuis des siècles, dans de nombreux pays du monde. C'est la rencontre des générations qui vaut. Et donc toute la question était là, comment transmettre ça ou comment le légitimer, sinon qu'en proposant de le montrer. C'est-à-dire comment des opérations qui sont montées autour de la danse, avec, on connaît le renouveau aujourd'hui très fort outre-mer des danses contemporaines liées comme par hasard aux danses hip-hop par exemple, les danses urbaines qui vont rencontrer ces danses-là, vivifier un répertoire, parce que tout ça c'est un répertoire fait de danses qu'on a même quelquefois oubliées et qui sont des danses de la métropole ou des danses de l'Europe, quand on nous parlait de la valse, quand on nous parlait de la mazurka, comment des choses qui sont pratiquées dans le carnaval par exemple peuvent être vivifiées, revisitées par des artistes et du coup signées. Et on a vraiment rappelé une chose qui est essentielle, qui est la grande part des artistes d'outre-mer qui sont connus sur le terrain de ce qu'on appelle la world music, pour rester français, ou les musiques du monde. Et de voir qu'on a vraiment de très très grands représentants nationaux des musiques du monde en Outre-mer, et qu'ils viennent essentiellement tous de là. Alors toute la question, c'était comment un équipement culturel va permettre, par la signature, la singularité d'un artiste, va permettre que quelque chose soit reconnu, et par exemple, une tentative collective, plutôt amateur ou dans le monde scolaire, puisse passer à accéder à un autre statut, qui sera celui même d'être reconnu dans de grands festivals, etc. Voilà, ça c'était en gros ce qu'on disait. Tout ça, on le mettra en ligne. Chose qui a été importante pour nous aussi, c'est de se dire que ici c'est un début, évidemment c'est pas une fin. Et la première chose qui nous a intéressé, c'était de demander le nom de chacun et la chanson préférée de chacun dans sa langue. Et je pense que c'est à travers tout ça qu'on dit une chose qui est forte, qui est la culture intime et l'histoire des sentiments. Puisque n'oublions pas que les chansons nous accompagnent de la naissance jusqu'à la mort et parlent de choses essentielles comme la politique, le désir amoureux, la déception amoureuse, le deuil, etc. Alors je pense que c'est tout ça qui donnait beaucoup de passion aux gens, mais en même temps, cette passion n'était pas démagogique, et n'était pas simplement « allez, on va passer un bon petit moment parce qu'on va parler de chant et de danse », mais on va rappeler que ce sont vraiment des disciplines populaires qui doivent trouver leur accès, leur reconnaissance par vraiment un effort institutionnel, par exemple, que de les faire entrer dans le programme. Les gens étaient pris par cette idée qu'on peut bosser si ça rentre au programme et si tout à coup les instances supérieures permettent quelquefois de résoudre des petits problèmes intermédiaires qui empêchent en fait de travailler. Et la question de l'argent était aussi essentielle. Pourquoi les gens ne sont pas payés pour le faire? Et il faut vraiment des professionnels à cela, comme de bons traducteurs. Et un bon traducteur est souvent un traducteur payé. Merci beaucoup, Serge. Merci. Voilà, chers amis, à vrai dire, la richesse de ces propositions donne un peu le vertige. En tout cas, j'espère qu'il ne donne pas le vertige à notre ami Robijude, qui aura tout à l'heure à nous en présenter une synthèse. Il est très clair que cette synthèse,
réalisé en temps réel, en quelque sorte, ne pourra en aucune manière rendre compte de ce qui aura pu être dit cet après-midi. Je crois que c'est la règle du jeu que nous nous sommes donnée, et il faut que là-dessus, que les choses soient claires. Cette synthèse ne sera pas le texte qui fera foi. Le relevé de conclusion officiel, entre guillemets, mettez tous les guillemets que vous voulez, de nos États généraux. Ce relevé de conclusion, ce sera celui qui sera élaboré à partir des contributions que j'invite les modérateurs à nous adresser au plus tôt. Nous les enrichirons des observations qui auront pu être formulées cet après-midi. Nous ferons valider ce texte par les rapporteurs eux-mêmes, pour bien nous assurer que rien n'aura été oublié. Et c'est la version finale qui fera autorité. Ce n'est pas celle qui sera présentée tout à l'heure au cours de la cérémonie de clôture, et celle à laquelle le ministre lui-même ne pourra pas répondre parce qu'il n'en aura pas eu connaissance au préalable, n'est-ce pas? Voilà. Alors, avant de... Non, malheureusement, il n'est plus temps. On pourra échanger quelques propos. Comment? On ne peut pas tout traiter. La partie compte. Non, malheureusement, nous n'avons plus le temps puisqu'il nous faut partir pour être à l'heure. Mais on n'aura pas pu tout faire. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté et la générosité de le reconnaître. Nous devons nous rendre maintenant, je crois, dans les bus. Je vais passer la parole à Florence Gendrier, mais avant, si vous le voulez bien, un quart de seconde, je voudrais adresser quelques remerciements